Bonjour, ici Zachary Blouin et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la nouvelle chanson d'Atlantique, un jeune producteur saguenayen avec Amy Tremblay, du musicien Bruno Rodeo avec Doriane Thibault, de l'influence du BookTok sur les ventes de livres en librairie avec Manuela Gauthier, ainsi que d'Axi, une créatrice de contenu sur le web avec Rosalie Trudel. Et nous commencerons avec Elisa Vachon qui va venir nous parler de la Coupe du monde de danse de Charlevoix. Bonjour Elisa. Bonjour Zachary. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. C'est quoi ça, la Coupe du monde de danse? En fait, la Coupe du monde, c'est la compétition 5, 6, 7, 8 Showtime. Puis en fait, c'est une compétition qui a été créée au Canada. Puis ça accueille vraiment tous les pays. En fait, c'est international, mais ça se déroule juste au Canada. Donc, il peut y avoir à Halifax, à plein d'autres endroits, mais ça amène en fait vraiment tous les gens du monde. OK. Puis c'est quand cette compétition-là a lieu? Cette compétition-là s'est déroulée cet été à Charlevoix. OK. Puis c'est quelle équipe qui a gagné la Coupe du monde? En fait, c'est l'équipe Undefined. Il y a mon ami Margelle privé dedans. Puis en fait, cette équipe-là est sous l'école du prisme culturel que tout le monde connaît. Je crois qu'il y a une école à Alma puis à Jonquière. OK. Puis est-ce qu'il y avait des compétitions préalables pour se rendre à la Coupe du monde? Oui, en fait, il y avait la vraie compétition au mois de juillet, mais il y avait une compétition préalable au mois de juin, donc la compétition comportait 2 tours. Puis l'équipe Undefined ont réussi à se classer à cette compétition-là pour ensuite aller à la vraie Coupe du monde au mois de juillet. OK. Puis est-ce qu'il y avait des sous-compétitions comme des espèces de showcase à travers ça? Oui, exactement. En fait, l'équipe Undefined s'est rendue au showcase. En fait, le showcase, c'est une compilation de tous les meilleurs numéros de la compétition. Il y a environ 30 équipes. Malheureusement, Undefined ne s'est pas classé, mais ils étaient quand même très fiers d'eux. OK. Mais ils ont eu la grande victoire, puis comment ils ont réagi face à la grande victoire? Ils étaient très surpris parce qu'en fait, ils avaient le droit de regarder les autres danseurs danser comparé à les autres compétitions précédentes. Puis ça a créé un stress, mais ils étaient quand même super fiers d'eux. OK. Puis Marie-Joëlle, est-ce que tu as un lien personnel avec elle? Oui, en fait, on a travaillé ensemble cet été. On est tous les deux animatrices au camp de jour de mon village. Puis justement, pendant l'été qu'on travaillait ensemble, il y avait la compétition. Donc, j'ai vraiment suivi son cheminement en direct. OK. Bien, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie beaucoup, Elisa. Merci beaucoup. Nous sommes présentement avec Amy Tremblay qui va nous parler d'Atlantique, un jeune producteur de musique saguenayen. Bonjour, Amy. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Peux-tu nous parler un peu d'Atlantique? Oui, en fait, Atlantique, son vrai nom, c'est Isaac Guérin. En fait, c'est un jeune producteur de musique âgé de seulement 17 ans. Il a produit une nouvelle musique cet été intitulée Why, en collaboration avec 2 rappeurs ainsi qu'un label. Et tu as parlé des 2 rappeurs. C'est qui ça? En fait, c'est 2 rappeurs canadiens. Le premier, c'est Justin Diamond et l'autre, c'est Familia. OK. Le label, c'est une maison de disques. Fait comment il collabore avec les maisons de disques? Avec lesquelles? Il a collaboré en fait avec la maison de disques Fit League, qui se spécialise vraiment plus dans la musique de type entraînement. OK. Puis d'où vient son inspiration pour faire de la musique? Il s'est inspiré d'une chanson qu'il aimait vraiment beaucoup, de Skrillex. La chanson, c'est Purple Lamborghini. OK. Puis il aime beaucoup la musique. D'où vient cette passion-là pour la musique? C'est vraiment en grandissant, en fait, qu'il s'est découvert une passion pour la musique, puisqu'en fait, ses parents, en fait, c'était des grands passionnés de musique depuis son tout jeune âge. Donc, il a vraiment baigné dans un milieu où la musique était vraiment omniprésente. De plus, son père jouait dans un groupe de métal lorsqu'il était jeune. Donc, c'est vraiment en grandissant qu'il a découvert une passion pour celle-ci. OK. Puis comment il s'est fait connaître à travers ça? Il s'est vraiment fait connaître au départ en s'impliquant dans les petites communautés en fait de musique électronique, mais plus en fait le temps avançait, plus il se faisait remarquer en fait par des plus grandes plateformes comme la chaîne YouTube Trap City en fait qui compte plus de 13 millions d'abonnés et qui a republié une de ses créations à l'époque, ce qui l'a vraiment propulsé. OK. Puis est-ce qu'il est capable d'avoir un certain revenu avec ça? Oui, mais comme il m'expliquait, puisqu'en fait il travaille avec des labels, il signe en fait, des contrats. Donc, les labels ont 50 ou 75 % des revenus. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Amy. On est présentement avec Doriane Thibault qui va nous présenter Bruno Rodeo et sa carrière musicale. Bonjour, Doriane. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Avant de se lancer dans la musique, qu'est-ce qu'il faisait, Bruno Rodeo? En fait, Bruno Rodeo, de son vrai nom, Bruno Tremblay, il y avait une compagnie de construction avec son collègue qui était aussi son très bon ami. Puis il a fait environ 20 ans là, dans le domaine de la construction. OK. Puis qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision-là de changer de carrière complètement? En fait, il y a eu un gros épuisement au travail. C'est ça, en fait, qui a permis de réaliser qu'il n'était pas à la bonne place. Son travail donnait vraiment beaucoup de stress. Il n'y avait plus beaucoup de temps pour voir sa famille et ses amis, profiter de ses loisirs, notamment de son studio de musique qu'il a en ce moment chez lui. OK. Puis quand il a décidé de faire le grand changement, est-ce qu'il a rencontré des défis?
Oui, en fait, son entourage était vraiment positif face à sa décision, mais il y a surtout plusieurs membres, en fait, qui jugeaient sa décision, qui pensaient que c'était pas sérieux, que c'était comme un trip, puis que c'était un coup de tête, en fait. Mais majoritairement, les gens étaient quand même assez conciliants. Puis est-ce que finalement, il est bien là-dedans? Est-ce qu'il regrette son choix? Non, il regrette vraiment pas son choix. Il dit même, en fait, qu'il apporte beaucoup plus de positif dans la vie des gens maintenant que quand il travaillait sur la construction. OK. Puis, quels sont les avantages que Bruno y retient de cette décision-là? Bien, en fait, il y a vraiment beaucoup moins de stress parce qu'il y a moins de trucs à penser. En fait, là, il essaie le plus possible de s'éloigner du domaine de la construction. Puis, on va parler plus de sa musique. Dans quel style il fait ça, Bruno? En fait, il fait principalement des compositions punk, country et même rock'n'roll. OK. Puis aussi, là, il fait plusieurs tournées à travers le Québec si jamais à la maison ils sont intéressés à venir le voir. Puis, est-ce qu'il fait ça en groupe ou il est tout seul? Non, c'est un artiste seul, en fait, mais il réalise des albums pour d'autres musiciens. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Doriane. Merci à toi. Nous reprenons avec Manuela Gauthier qui va nous parler de l'influence du BookTok sur les ventes de livres en librairie. Bonjour, Manuela. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ça, le BookTok? Alors en fait, d'après Elisabeth Asselin, c'est un phénomène assez récent au Québec qui est plus connu en France et aux États-Unis. C'est tout simplement une partie de l'application TikTok où des gens vont se retrouver pour trouver des bonnes lectures. OK. Puis comment ce phénomène-là a pris de l'ampleur? Ça a pris de l'importance avec la pandémie. En fait, les gens pendant le confinement ne savaient pas quoi faire. Et surtout, les gens de moins de 30 ans se sont retrouvés sur TikTok pour trouver des bons livres qui pourraient leur plaire et les occuper. Puis quel type de public on peut retrouver sur le BookTok? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les gens de moins de 30 ans, mais il y a aussi des adultes qui essayent de faire leur place en tant que critiques littéraires. Ils essayent d'avoir des avis plus poussés sur les livres et ça a un contenu plus professionnel. Mais il y a aussi les maisons d'édition qui essayent de s'y intéresser puisqu'elles se disent que ça pourrait en effet les rapprocher d'un public assez jeune qu'elles n'arrivaient pas à atteindre auparavant. Puis comment les gens s'informent des nouvelles tendances qu'il y a sur le BookTok? Les gens prennent connaissance des nouvelles tendances avec des pages Internet qui sont directement sur les sites des librairies. Maintenant, les tendances BookTok sont affichées dessus. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que ça a un véritable impact sur les ventes en librairie? On a remarqué qu'en effet, ça avait un impact, mais surtout sur les livres qui étaient parus il y a quelques années et qui maintenant ressurgissent grâce au BookTok. Est-ce qu'on pourrait même dire que ça fait désormais, partie de la stratégie de vente des librairies? Oui, complètement. Ça fait partie de la stratégie marketing. Maintenant, de toute façon, pour être connu, il faut avoir une place sur Internet. Les gens, maintenant, les librairies demandent clairement à des influenceurs du livre de donner des avis avec des services de presse. On leur envoie des petits colis avec des livres à l'intérieur et on leur demande de donner leur avis. OK. Bien, je te remercie beaucoup. C'est très intéressant. Nous sommes présentement avec Rosalie Trudel qui va nous parler d'Axi, une créatrice de contenu sur le web. Bonjour Rosalie. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui. C'est qui ça, Axi? Axi, de son vrai nom Agathe, est une créatrice de contenu sur Twitch qui, en fait des vidéos en direct pour son public, d'elle qui joue à des jeux vidéo tels que Minecraft, Valorant, Overwatch, Animal Crossing et bien plus. Et quand a-t-elle commencé à faire ces vidéos-là? Elle a commencé aux alentours du printemps 2021. Puis comment elle a découvert Twitch? En fait, elle regardait beaucoup de YouTubers dans ce temps-là. Et en fait, plusieurs d'entre eux étaient également sur Twitch. Et ses amis lui ont aussi fait la recommandation de Twitch, justement, pour commencer à créer du contenu. C'est quoi qu'elle aime le plus de cette plateforme-là? En fait, elle aime l'interaction sociale que ça peut lui créer quand elle est toute seule chez elle, qu'elle manque un peu de social. Pour bien briser l'isolement, elle fait ses vidéos, puis elle commence à parler avec ses viewers, ses followers. OK. Puis est-ce qu'elle envisage une carrière professionnelle dans ce domaine-là? En fait, en ce moment, elle dit qu'elle ne met pas assez l'effort là-dessus. Mais si l'opportunité se pointerait, elle adorerait ça en faire son métier. Puis c'est quoi les désavantages d'être une créatrice de contenu selon elle? En fait, elle trouve que c'est un environnement un peu toxique, beaucoup en compétition entre tous les créateurs, même les tout petits contre les plus grands, même si des fois c'est mal de se comparer, elle le sait. Et aussi, en tant que femme, elle a reçu beaucoup de commentaires très désagréables. Bien, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie beaucoup, Rosalie, et je remercie tous nos autres journalistes. Donc,
Élisa Vachon, Émy Tremblay, Doriane Thibault, ainsi que Manuela Gauthier. Et je vous remercie, vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de l'émission Sur le plateau.